Nous sommes au mois de décembre 1941. Le 16e groupe du 22e escadron du Coastal Command de la RAF, composé de bombardiers torpilleurs quadriplaces Bristol-Beaufort, est basé à Thorney Island, petite ville du sud-ouest de Londres. En fin de journée le 2, un groupe de 6 avions quitte leur base pour aller bombarder un objectif situé à plus de 460 km, Nantes. Les équipages de ces bombardiers étaient composés de jeunes recrues dont la moyenne d'âge ne dépassait pas 25 ans. Le premier jour du mois de décembre 1941, les conditions météorologiques sont tellement mauvaises que le raid est repoussé au lendemain. Le 2, la ville de Nantes est survolée à 2 reprises. À 19h30, des bombes détruisent 7 maisons et endommagent 10 autres dans le quartier de la Gare d'État. À 22h, attaque au-dessus de Chantenay et du port. Le bilan cette fois-ci est plus lourd. 17 blessés, près de 50 maisons rendues inhabitables. La ville ne connaîtra plus de bombardements avant le 28 mars 1942, puis le 7 et le 20 mai, où, à cette date, 60 bombes feront 18 victimes, 5 blessés et détruiront 80 maisons. Chalutier de 13 mètres, hein, là, il y avait des gros bateaux qui travaillaient, Ouais. à peu près sur la bouée, quoi. C'est-à-dire dans l'est de la bouée. Dans l'est de la bouée. Ouais. Il avait dû D'accord. tomber. Ça faisait une boule de feu, je ne peux pas vous dire. Moi, Et c'était une boule de feu ou vous avez plusieurs... Non, une boule. Une boule. Une boule de feu. D'accord. Alors les moteurs étaient en route, hein, parce qu'on entendait ça. Et puis vraiment bien, quoi. Il faisait un temps comme ça, tout calme. D'accord. Calme, tout calme. Et puis de nuit, donc personne... Vous avez Non, peut-être été... même pas les Allemands. Ah oui, même pas les Allemands. Et vous avez peut-être été le seul témoin de... Ah, je sais pas. Sûrement Ça que sur la côte, il y a eu quelqu'un. Hein. Ouais. Sûrement, je sais pas. Enfin, aujourd'hui, vous êtes le seul témoin. Ben, c'est moi qui ai dit, quand on a parlé de cela, moi j'ai vu l'avion tomber. Ah oui, tout à fait. Ça fait ça, la boule de feu, c'était vraiment une boule. Hein. Et puis elle a éclaté, quoi. D'accord. Il n'y a pas eu de flamme, j'ai pas vu de flamme, j'ai pas rien vu. En touchant l'eau. Et les Allemands, ils étaient basés un peu plus loin. Non, là, ils étaient là au château, il y avait un château là. Oui. T'as connu le château Oui, bien sûr. ben, Le château rouge. C'était l'empêché, Ah. à la douane. Ah oui, d'accord. Ils étaient- Et ici, c'était un corps de garde, en fait. Oui, oui, oui. C'est à la base du Rohu, à l'époque garnison allemande, que furent déposées les dépouilles des aviateurs dans l'attente d'être inhumés au cimetière de Quiberon. Voilà. Je pense que madame laisse alors. Où elle est descendue par ici, ou elle est descendue par le chemin là. Vous voyez, il y a ces deux solutions là. Hein. Il y a le canot là, vous voyez. Donc ici, nous sommes Alors- sur la plage de Kerbouniec. Bon, Et, oui, mais elle a été évidemment. C'était croyez-nous la pauvre, parce que c'est une patriote, une vraie. Et qui a d'ailleurs rencontré ça. Après, elle a fait des sauveteurs.
Et là, elle n'a pas pu le sauver malheureusement. Mais elle me disait qu'il y avait sûrement pas longtemps. Et comment Ça, je me était... rappelle, non, mais elle m'a dit qu'il y avait sûrement pas longtemps qu'il était mort. Monsieur Vinet, donc nous sommes sur la plage ici du Rohu où ont été découverts les deux corps donc, de l'équipage anglais, hein, Oui. du Bristol. Ils ont été découverts ici, je ne sais pas exactement à quelle distance l'un de l'autre, mais relativement près. C'est à la fin du mois de juin 2003 que j'ai été alerté par deux amis pratiquant la chasse sous-marine. Au cours d'une sortie d'entraînement, ils découvrent par hasard une hélice d'avion. Quelques jours plus tard, nous nous rendons sur les lieux, très intrigués par cette découverte. En début d'été, les conditions météorologiques sont excellentes. Cependant, de nombreuses particules en suspension dans l'eau limitent notre champ de vision. La descente vers le site se fait toujours sur la ligne de mouillage, car cette zone est très fréquentée par de très nombreux voiliers rentrant ou sortant du port de la Trinité-sur-Mer tout proche. L'hélice gît par 10 mètres de profondeur sur un fond de sable recouvert d'un tapis d'algues. Son diamètre est supérieur à 3 mètres et toutes ses pales sont tordues. Un très grand nombre de photographies seront prises lors des nombreuses plongées que nous allons faire pendant 2 ans. Elles nous serviront à déterminer le type de cet avion et de mettre à jour une partie inconnue de son histoire. Les pales de l'hélice sont en acier. Elles sont recouvertes d'une fine feuille d'alliage d'aluminium. À ce jour, après de très nombreuses recherches, sa sœur jumelle équipant le second moteur n'a pas été localisée sur le site ou à proximité. A-t-elle été arrachée avant le crash? Nul ne peut répondre à cette question.
Nous nous dirigeons vers le sud et parmi les rochers nous trouvons les vestiges d'un moteur qui manifestement a beaucoup souffert. Le carter n'existe plus et seulement 2 cylindres sont encore en place au bout de leur bielle. Ce mécanisme très particulier nous permettra par la suite d'identifier le type de ce moteur. Il s'agit d'un moteur anglais de la marque Bristol du type Taurus. Ce moteur en étoile de 14 cylindres développait initialement 1130 chevaux. Au cours de notre première plongée afin de localiser l'hélice, c'est le tout premier vestige de l'avion qui a été découvert lors de cette recherche. À quelques mètres, une concrétion nous laisse deviner qu'une mitrailleuse y repose à jamais. Cette gangue devenue partie des rochers nous dévoile la violence de la catastrophe, car le canon de cette arme de guerre est plié à angle droit et planté dans une infractuosité. Nous le découvrirons que bien plus tard. Cette arme était une mitrailleuse Vickers du type K, d'un calibre de 7 mm 7. Elle était alimentée par des chargeurs circulaires de 96 balles. Ces tirs étaient efficaces à 550 mètres. Toujours dans la même direction, 20 mètres plus loin, nous trouvons des batteries et un certain nombre d'éléments qui nous permettront de délimiter une zone où se trouvait probablement le cockpit. Ici, coincée dans la roche, une poulie qui servait probablement à la commande des palonniers ou du gouvernail. Un morceau de la verrière du poste de pilotage gît à même le sable. Le verre a disparu sous la violence du crash. Là encore, une autre poulie, étonnamment intacte, de la taille d'une assiette, est restée fixée à son support métallique. Enfin, à environ 50 mètres de l'hélice, plusieurs vestiges appartenant à un moteur gisent çà et là. Des culasses, des morceaux de cylindres en aluminium reposent à moitié ensevelis.
Le fond meuble a protégé de la corrosion des éléments du moteur qui ont littéralement explosé au contact de l'eau de mer. L'hiver, la température de l'océan ne dépasse pas 10 degrés. La différence de chaleur a fait éclater les moteurs surchauffés. C'est une des nombreuses culasses qui reposent ici. Ses ailettes de refroidissement et les tuyaux d'alimentation en carburant sont presque intacts. Comme pour nous remercier de notre persévérance, un moteur en parfait état se dévoile à nos regards. Il repose sur son carter, ses 14 cylindres toujours en place malgré plus de 60 années au fond de l'océan.